Quand j'ai signé ces papiers et tout remis à l'homme qui avait juré de m'aimer, je savais exactement ce que je faisais. Lui ne le savait pas. Son avocate est restée silencieuse, probablement soulagée que j'ai cédé sans combat. Bastien souriait comme quelqu'un qui venait de gagner au loto. Sa mère, Marianne, observait depuis la chaise à côté avec cet éclat de triomphe dans les yeux que je connaissais si bien. Ils pensaient que j'étais détruite, humiliée, vaincue. Je les ai laissés croire cela parce que j'avais besoin qu'ils y croient. La vérité ne viendrait qu'après, quand il serait déjà trop tard pour revenir en arrière. Je m'appelle Isilde Armanou et je viens de sortir de 17 ans d'un mariage qui a failli m'engloutir tout entière. J'ai 43 ans, j'habite à Lyon et pendant presque 2 décennies, j'ai porté seul le poids d'une famille qui n'a jamais vraiment été la mienne. Bastien a toujours été le centre de l'attention, l'homme que tous admiraient lors des dîners, des fêtes, des réunions de famille. Viril, déterminé, doté d'une présence qui semblait remplir n'importe quel espace. Mais à l'intérieur de notre maison, loin des regards curieux et des verres de vin, il n'était qu'un homme vide qui vivait à mes dépens tout en prétendant être ce qu'il n'a jamais été. Tout a commencé il y a longtemps, quand je croyais encore aux promesses. J'ai rencontré Bastien un après-midi pluvieux d'octobre, à la sortie d'une librairie près de la presqu'île. Il avait 28 ans, moi 26. Il portait un manteau de laine gris qui sentait la cigarette française et la cologne chère. Il parlait avec une confiance qui m'a fait me sentir en sécurité dans ce moment fragile de ma vie. Mon père était décédé 6 mois auparavant, laissant ma mère seule dans une maison trop grande et trop silencieuse. Je me sentais perdue, essayant de construire une carrière en ressources humaines tout en équilibrant les comptes de la maison et en prenant soin d'elle. Bastien est apparu comme une réponse, comme quelqu'un qui allait partager le fardeau avec moi. Je me suis complètement trompée. Pendant les premières années, il faisait encore semblant. Il travaillait dans un cabinet comptable où il passait plus de temps au café que devant l'ordinateur. Mais au moins, il y avait un salaire qui rentrait. Nous nous sommes mariés un été chaud, dans une cérémonie simple à l'église Saint-Nizier, avec peu de monde et un déjeuner modeste dans un bistrot du quartier ancien. Sa mère, Marianne, montrait déjà des signes de ce qui allait suivre. Elle s'est plainte de la nourriture, de la robe que j'avais choisie, de la décoration, du prêtre, de l'horaire. Bastien se contentait de sourire et de dire qu'elle était comme ça, que je devais comprendre. J'ai compris trop vite. Marianne n'était pas seulement une belle-mère difficile. C'était une femme amère qui avait élevé son fils comme une extension d'elle-même, une marionnette qu'elle contrôlait par la culpabilité, la manipulation et une dévotion étouffante déguisée en amour maternel. Quand j'ai décidé d'ouvrir ma propre entreprise de conseil, Bastien a fait semblant de me soutenir. En réalité, il voyait juste une opportunité de quitter son emploi et de vivre de mon travail. Au début, c'était des excuses raisonnables. Le patron était injuste, l'environnement toxique, il méritait mieux. Puis sont venues les promesses qu'il allait m'aider, qu'il serait mon associé, que ensemble nous construirions quelque chose de grand. Ça n'est jamais arrivé. Il apparaissait au bureau uniquement pour utiliser ma voiture, prendre de l'argent dans la caisse ou impressionner une connaissance en faisant semblant d'être le propriétaire. Pendant ce temps, je travaillais 12, 14 heures par jour, conquérant des clients, formant des équipes, construisant une réputation, seul. Les années ont passé et mon entreprise a grandi. Nous avons ouvert une filiale à Grenoble, puis à Marseille. J'ai recruté une équipe compétente, remporté des prix régionaux, été invité à donner des conférences lors d'événements. Bastien est devenu une ombre qui consommait des ressources sans rien produire. Il dépensait en vêtements de marque, montres chères, dîners avec des amis, où il payait toujours l'addition pour maintenir l'image d'un homme prospère. Marianne venait dîner à la maison 3 fois par semaine, critiquait tout ce que je cuisinais, réorganisait mes placards, donnait son avis sur l'éducation de Naélise, notre fille, comme si j'étais trop incompétente pour être mère. Bastien ne m'a jamais défendue, pas une seule fois. Naélise est née un hiver rigoureux, il y a 7 ans. Quand j'ai tenu ce tout petit être dans mes bras, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Un but. Une raison pure de continuer à me battre. Elle avait les yeux clairs de son père, mais le regard observateur était le mien. Depuis toute petite, elle percevait des choses que personne d'autre ne voyait.
Elle remarquait quand j'étais triste, même quand je souriais. Elle demandait pourquoi papa ne jouait jamais avec elle, pourquoi grand-mère Marianne ne la complimentait que quand elle portait les robes qu'elle achetait elle-même. Naélise est devenue mon ancre, mon refuge, la seule partie de cette maison qui avait encore du sens. Mais être mère dans ce mariage, c'était comme essayer de cultiver des fleurs dans un désert. Bastien ignorait notre fille la plupart du temps, sauf quand il y avait des invités. Alors il la prenait dans ses bras, faisait semblant de s'intéresser, prenait des photos pour les réseaux sociaux avec des légendes émues sur la paternité et la famille. Après le départ de tout le monde, il me la rendait comme on rend un objet emprunté. Marianne était pire. Elle traitait Naélise comme un projet personnel, essayant toujours de la modeler selon sa vision déformée de ce qu'une petite fille devrait être. Elle se plaignait des jouets que j'achetais, des livres que je lui lisais, des vêtements confortables que je choisissais. Elle voulait transformer ma fille en poupée, comme elle avait transformé son propre fils. Et puis, sont venues les trahisons financières. Je l'ai découvert par hasard, en révisant des relevés bancaires une nuit d'insomnie. Bastien avait ouvert des comptes à mon nom, contracté des emprunts en utilisant l'entreprise comme garantie, détourné des sommes pour des investissements absurdes qui n'avaient jamais donné de retour. Quand je l'ai confronté, il n'a pas nié. Il a simplement dit qu'il était mon mari, qu'il avait le droit, que j'exagérais. Sa mère a appelé le lendemain en disant que je devrais avoir honte de questionner un homme travailleur comme son fils. Travailleur. L'ironie m'a fait rire seule dans cette cuisine vide. C'est à cette époque que j'ai commencé à remarquer d'autres choses. Des messages effacés sur son téléphone, des appels étranges qu'il prenait enfermé dans la salle de bain, des sorties nocturnes de plus en plus fréquentes avec des excuses de moins en moins convaincantes. J'aurais pu imaginer une autre femme, mais quelque chose ne collait pas. Bastien n'avait montré aucun intérêt réel pour moi depuis des années. Notre intimité était mécanique et rare. Pourquoi aurait-il de l'énergie pour une maîtresse? J'ai commencé à enquêter par moi-même, discrètement, sans bruit. J'ai engagé un détective privé recommandé par une cliente. J'ai payé en liquide, demandé le secret absolu. Ce qu'il a découvert a tout changé. Bastien n'avait pas de maîtresse. Il avait un amant. Un homme de 20 ans, son aîné, professeur à la retraite, qui vivait dans un appartement discret près de la Part-Dieu. Ils se voyaient depuis presque 3 ans. Dîner, court voyage, week-end entier pendant que Bastien me disait qu'il réglait des affaires. Le détective m'a remis des photos, des registres d'hôtels, des messages récupérés. Tout très clair, très réel, très dévastateur. Pas à cause de la trahison elle-même, mais à cause de la farce gigantesque qu'était devenue ma vie. Bastien avait construit toute une identité basée sur des mensonges. Le viril, le dominant, l'homme qui méprisait tout ce qui n'était pas une virilité exagérée. Tout faux. Il cachait qui il était vraiment derrière un masque soutenu par mon argent, ma patience, mon silence. Et Marianne, qui l'idolâtrait tant, n'en avait aucune idée, ou faisait semblant de ne pas en avoir. J'ai tout gardé, chaque document, chaque photo, chaque preuve. Pas par vengeance, mais parce que je savais qu'un jour cela serait nécessaire. Quand Bastien a demandé le divorce, c'était presque un soulagement. Il est rentré à la maison un après-midi d'avril, fatigué de faire semblant, fatigué de moi. Il a dit qu'il ne m'aimait plus, qu'il voulait recommencer, que je pouvais garder Naélise parce qu'il n'avait pas la structure pour s'occuper d'un enfant. Structure. Lui qui n'avait jamais travaillé un seul jour pour subvenir aux besoins de sa propre fille, parlait de structure. Mais ce qu'il voulait vraiment, c'était la maison, les voitures, l'entreprise. Tout ce que j'avais construit seul pendant qu'il parasitait ma vie. Son avocate était agressive, expérimentée, habituée à écraser les femmes dans les divorces contentieux. Mon avocat, M. Rousseau, un homme d'une 60aine d'années avec des décennies d'expérience en droit de la famille, m'a supplié de réagir. Il m'a montré comment nous pouvions contester, comment nous pouvions prouver que Bastien n'avait jamais contribué, comment nous pouvions protéger mon patrimoine. J'ai dit non. Il pensait que j'étais en état de choc, que j'avais besoin de temps. J'ai demandé qu'il prépare les documents exactement comme Bastien le voulait. Je signerai tout. Monsieur Rousseau m'a regardé comme si j'avais perdu la raison.
Mais il a obéi. Dans les jours qui ont précédé l'audience finale, il essayait encore de me convaincre de changer d'avis. Je souriais simplement et disais que tout allait bien, que je savais ce que je faisais. Il ne comprenait pas. Personne ne comprenait. Et c'était exactement comme ça que ça devait être. Ce matin de juin, au tribunal de Lyon, j'ai signé 17 documents. J'ai remis la maison où j'avais vécu pendant 15 ans. J'ai remis les 2 voitures que j'avais achetées avec mon argent. J'ai remis des participations dans la société, des investissements, même des meubles et des œuvres d'art que j'avais moi-même choisis. Bastien observait chaque signature avec une satisfaction croissante. Marianne souriait ouvertement, comme si elle venait enfin de gagner une guerre personnelle contre moi. Son avocate a tout vérifié 2 fois, méfiante de ma docilité, mais n'a rien trouvé d'anormal. Techniquement, tout était parfait. Quand j'ai terminé, je me suis levée, j'ai pris mon sac et je suis partie sans regarder en arrière. J'ai entendu Bastien commenter quelque chose avec sa mère, probablement sur le fait que j'étais faible, que c'était facile. Je les ai laissés penser ça. J'avais besoin qu'ils y croient, parce que ce qu'ils ne savaient pas, ce que personne dans cette salle ne savait, c'est que je n'avais rien remis de vrai. J'avais remis des pièges. 6 mois avant, quand j'ai réalisé que le divorce était inévitable, j'ai commencé à tout réorganiser. J'ai transféré les actifs réels de l'entreprise vers une holding que j'ai créée à mon nom de jeune fille, Isilde Moreau, avec un enregistrement au Luxembourg. Le cabinet de conseil que Bastien a reçu dans le divorce n'était qu'une coquille vide, avec des dettes soigneusement planifiées et des contrats qui allaient arriver à échéance bientôt, tous défavorables. La maison avait une hypothèque qu'il ne connaissait pas, enregistrée 1 mois avant la séparation, avec des mensualités qui consommeraient tous les revenus qu'il imaginait avoir. Les voitures étaient en leasing d'entreprise, avec des pénalités contractuelles absurdes pour le transfert de propriété. Chaque bien que j'avais remis était une bombe à retardement. Mais le vrai coup était ailleurs. J'avais gardé toutes les preuves de la relation secrète de Bastien. Pas pour l'exposer publiquement, je ne suis pas cruelle à ce point. Je les ai gardées comme garanties. S'il essayait de contester la garde de Naélise, s'il essayait de demander une pension, s'il tentait le moindre mouvement contre moi ou contre ma fille, j'avais de quoi détruire l'image à laquelle il tenait tant. Pas pour son orientation sexuelle, ça ne serait jamais un problème pour moi. Mais pour l'hypocrisie, pour la farce, pour les mensonges qu'il avait maintenus aux dépens de ma vie et de celle de notre fille. Je suis sortie de ce tribunal avec Naélise par la main, ma fille que je protégerais de tout et de tous, et avec la certitude que j'étais enfin libre. Bastien est resté avec des propriétés pourries, des dettes cachées et une entreprise en faillite. Je suis repartie avec ma fille, ma vraie entreprise, ma dignité et le contrôle total de ma propre histoire. Il pensait avoir gagné. Il ne savait pas que le jeu ne faisait que commencer. Et cette fois, c'était moi qui dictais les règles. Si vous m'écoutez en ce moment, si vous avez vécu quelque chose de similaire ou si vous connaissez quelqu'un qui l'a vécu, je veux que vous sachiez une chose. Nous ne sommes pas seuls. Chaque histoire compte. Si ce récit vous touche d'une manière ou d'une autre, laissez un commentaire en disant d'où vous m'écoutez. Savoir qu'il y a d'autres femmes là-bas, à Lyon, à Paris, à Toulouse ou n'importe où dans le monde, qui comprennent cette douleur, me fait me sentir moins seule aussi. Et si vous le pouvez, abonnez-vous à la chaîne. J'ai encore beaucoup à raconter. Chapitre 2. Les ruines invisibles. Les premières semaines après le divorce furent étranges. Je m'attendais à ressentir du soulagement, peut-être même de la joie, mais ce qui vint fut plutôt une forme de silence intérieur que je ne savais pas comment interpréter. Naélise et moi avons déménagé dans un appartement lumineux du quartier de la Croix-Rousse, avec de grandes fenêtres qui donnaient sur les toits de Lyon et laissaient entrer le soleil du matin. C'était plus petit que la maison, mais c'était à nous, vraiment à nous. Aucune présence toxique, aucun regard pesant, aucune critique déguisée en conseil maternel. Ma fille s'est adaptée plus vite que je ne l'aurais cru. Elle avait 7 ans et une capacité troublante à comprendre les choses sans qu'on les lui explique complètement. Le premier soir dans le nouvel appartement, alors que nous déballions les cartons assis par terre au milieu du salon encore vide, elle m'a demandé si papa allait nous manquer. J'ai hésité, cherchant les mots justes, ceux qui ne mentiraient pas mais ne blesseraient pas non plus. Avant que je puisse répondre,
elle a ajouté avec ce sérieux qui me faisait parfois oublier qu'elle était encore si petite qu'elle ne pensait pas qu'il nous manquerait beaucoup parce qu'il n'était jamais vraiment là de toute façon. J'ai serré ma fille dans mes bras et j'ai pleuré pour la première fois depuis des mois. Pas de tristesse, mais d'un mélange de soulagement et de culpabilité d'avoir exposé mon enfant à tant d'absences déguisées en présence. Pendant ce temps, Bastien découvrait lentement ce qu'il avait vraiment obtenu dans le divorce. Les appels ont commencé 3 semaines après la signature. D'abord, c'était sa voix au téléphone, confuse, me demandant pourquoi la banque refusait de refinancer la maison. Je répondais calmement que je ne savais pas, que ce n'était plus mon problème, que peut-être il devrait parler à son avocate. Puis vinrent les messages de plus en plus agressifs, m'accusant d'avoir caché des choses, d'avoir manipulé les documents. Je ne répondais pas. Chaque silence de ma part était une victoire silencieuse. L'entreprise qu'il avait réclamée avec tant d'arrogance commençait à montrer ses vraies couleurs. Les clients principaux, ceux qui généraient 80% du chiffre d'affaires, avaient des contrats qui arrivaient à échéance exactement 2 mois après le divorce. Ces contrats avaient tous une clause de renouvellement qui exigeait ma signature personnelle en tant que fondatrice et directrice technique. Sans moi, ils partaient. Et ils sont partis. L'un après l'autre, poliment, professionnellement, ils ont remercié l'entreprise pour les services passés et ont expliqué qu'ils préféraient travailler directement avec moi dans ma nouvelle structure. Bastien s'est retrouvé avec des bureaux vides, des employés démotivés et des factures qu'il ne savait pas comment payer. Marianne, bien sûr, essayait de sauver son fils. Elle m'a appelé un soir, la voix tremblante de rage contenue, m'accusant d'être une femme cruelle, vindicative, qui détruisait un homme bon par pur égoïsme. J'ai écouté en silence, laissant son venin se déverser dans le vide, puis j'ai simplement dit que si elle avait des préoccupations légales, elle devrait contacter mon avocat. J'ai raccroché avant qu'elle puisse répondre. C'était libérateur de ne plus avoir à supporter ces attaques, de ne plus avoir à sourire poliment pendant qu'elle démolissait ma dignité morceau par morceau. Ce qui me surprenait, c'était à quel point je ne ressentais pas de culpabilité. J'avais passé 17 ans à me sentir coupable de tout. Coupable de ne pas être une meilleure épouse, une meilleure belle-fille, une meilleure mère. Coupable de travailler trop, de ne pas sourire assez, de ne pas cuisiner les plats que Marianne approuvait. Maintenant, cette culpabilité avait disparu, remplacée par quelque chose de plus solide. De la clarté. Je voyais enfin les choses telles qu'elles étaient et non telles que j'avais été conditionnée à les voir. Mon travail dans la nouvelle structure flourissait. Les clients me suivaient non par loyauté aveugle, mais parce qu'ils reconnaissaient la qualité de ce que je fournissais. J'avais une petite équipe, 5 personnes incroyablement compétentes qui partagèrent ma vision et mon éthique de travail. Nous opérions depuis un bureau moderne, près de la Part-Dieu, avec une flexibilité que l'ancienne entreprise n'avait jamais eue. Les réunions étaient productives, l'atmosphère positive, les résultats concrets. Pour la première fois depuis des années, j'aimais vraiment ce que je faisais. Naélise s'épanouissait aussi. À l'école, ses professeurs remarquaient un changement. Elle participait plus en classe, souriait davantage, semblait moins anxieuse. Une de ses enseignantes m'a convoqué un jour, non pas pour signaler un problème, mais pour partager son observation que ma fille semblait plus légère, comme si un poids invisible avait été retiré de ses petites épaules. Je n'ai rien dit, mais je savais exactement quel poids avait disparu. C'était celui de vivre dans une maison remplie de tensions non dites, de mensonges silencieux, de fausses apparences. Un samedi après-midi, alors que nous nous promenions le long des quais du Rhône, Naélise m'a demandé si elle devait continuer à voir son père. C'était une question chargée, pleine d'implications que je devais gérer avec soin. Légalement, Bastien avait un droit de visite, mais il ne l'avait exercé qu'une seule fois depuis le divorce, un après-midi maladroit où il avait emmené Naélise dans un parc et passé la moitié du temps au téléphone pendant qu'elle jouait seule. Je me suis accroupie pour être à sa hauteur, j'ai pris ses petites mains dans les miennes et je lui ai expliqué que c'était son choix, qu'elle ne devait jamais se forcer à voir quelqu'un qui la rendait inconfortable, même si c'était son père. Elle a hoché la tête, soulagée, et nous avons continué notre promenade en parlant de choses plus légères. Mais Bastien ne lâchait pas prise facilement.
Quand il a réalisé que l'entreprise était une coquille vide, que la maison était hypothéquée au-delà de sa valeur, que les voitures coûtaient plus cher à garder qu'à vendre, il a changé de stratégie. Il a commencé à parler de garde partagée, affirmant soudainement qu'il voulait être plus présent dans la vie de sa fille. Son avocate a envoyé une lettre formelle demandant une modification de l'arrangement de garde. Je savais que c'était une manœuvre désespérée, une tentative de récupérer un semblant de contrôle ou peut-être de négocier quelque chose en échange de son retrait. Monsieur Rousseau, mon avocat, m'a regardé avec cette expression que je commençais à bien connaître, celle qui disait « Vous aviez raison depuis le début ». Il m'a demandé si j'étais prête à utiliser ce que nous avions, les preuves, les photos, les documents, tout ce qui prouverait non seulement que Bastien n'avait jamais été un père présent, mais aussi qu'il vivait une double vie qui le rendrait vulnérable à une exposition publique dévastatrice. J'ai réfléchi longuement avant de répondre. Ce n'était pas une décision facile, malgré tout ce qu'il m'avait fait subir. Finalement, j'ai opté pour une approche différente. J'ai demandé à M. Rousseau d'organiser une réunion privée, juste Bastien, moi et nos avocats respectifs. Pas de tribunal, pas de juge, juste une conversation franche. Bastien est venu avec son arrogance habituelle, pensant probablement qu'il allait pouvoir me manipuler comme il l'avait fait pendant des années. Il s'est assis en face de moi dans cette salle de conférence neutre, avec ses vêtements de marque payés avec mon argent, son sourire condescendant, son attitude de quelqu'un qui se croit encore en position de force. J'ai posé une enveloppe sur la table entre nous. Je n'ai rien dit, j'ai juste poussé l'enveloppe vers lui. Il l'a ouverte avec ce petit sourire narquois, comme si rien ne pouvait le surprendre. Puis, son visage a changé. La couleur a quitté ses joues, ses mains ont tremblé légèrement alors qu'il feuilletait les photos, les relevés d'hôtel, les messages imprimés. Sa respiration est devenue plus rapide, plus superficielle. Son avocate s'est penchée pour voir ce qu'il y avait et son expression professionnelle s'est figée en quelque chose proche du choc. Le silence dans cette pièce était assourdissant. Bastien ne me regardait plus. Il fixait les documents comme s'ils allaient disparaître s'il les regardait assez longtemps. J'ai parlé calmement, sans émotion, en expliquant que je n'avais aucune intention d'utiliser ces informations publiquement. Je n'avais aucun désir de détruire sa vie ou d'exposer ses secrets. Ce n'était pas dans ma nature et ce ne serait certainement pas bon pour Naëlise. Mais si jamais il tentait de modifier l'arrangement de garde, si jamais il essayait de me causer des problèmes juridiques, si jamais il faisait quoi que ce soit qui puisse nuire à moi ou à notre fille, ces documents deviendraient publics. Sa mère les verrait, ses amis les verraient, tout le monde les verrait. Bastien a essayé de parler, mais aucun mot cohérent n'est sorti. Son avocate a murmuré quelque chose à son oreille, probablement en lui conseillant de se taire. Monsieur Rousseau est resté impassible à côté de moi, professionnel jusqu'au bout. J'ai continué, expliquant que tout ce que je demandais était qu'il signe un renoncement définitif à toute demande de garde partagée ou de visite obligatoire. Naëlise déciderait elle-même si et quand elle voulait le voir. En échange, sa vie privée resterait privée. C'était un marché simple, clair, sans ambiguïté. Il a signé. Juste là, sans même consulter son avocate, il a pris le stylo que M. Rousseau lui tendait et il a signé le document qui renonçait définitivement à ses droits de demander une modification de garde. Ses mains tremblaient tellement que sa signature était à peine lisible, mais elle était là, officielle, légale. Quand nous sommes sortis de cette salle, je savais que c'était vraiment fini. Bastien ne serait plus jamais une menace pour nous. Les mois qui ont suivi ont été les plus paisibles que j'ai connus depuis des années. Naëlise grandissait dans un environnement stable, entouré d'amour authentique et de limites saines. Mon entreprise prospérait au-delà de mes attentes les plus optimistes. J'avais même commencé à fréquenter un groupe de soutien pour femmes divorcées, où je rencontrais des femmes incroyables qui avaient traversé leur propre bataille et en étaient sorties plus fortes. Nous partagions nos histoires, nos peurs, nos victoires, et je réalisais que ma situation n'était pas unique. Tellement de femmes portaient des fardeaux invisibles, enduraient des relations toxiques, sacrifiaient leur bonheur pour maintenir une façade de normalité. Un soir d'automne, alors que les feuilles dorées tombaient sur les rues pavées de la Croix-Rousse, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Marianne. Sa voix était différente, plus petite, dépourvue de cette arrogance habituelle. Elle m'a demandé si nous pouvions nous rencontrer pour parler.
Chaque fibre de mon être voulait refuser, raccrocher, effacer cette femme de ma vie comme elle avait essayé de m'effacer pendant tant d'années. Mais quelque chose dans sa voix, une vulnérabilité que je n'avais jamais entendue auparavant, m'a fait hésiter. J'ai accepté, à condition que ce soit dans un lieu public et que la conversation reste brève. Nous nous sommes retrouvés dans un café tranquille près de la place des terreaux. Marianne était arrivée avant moi, assise à une table du fond, et quand je l'ai vue, j'ai eu un choc. Elle semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques mois. Ses cheveux étaient moins soignés, ses vêtements moins impeccables. Son regard était éteint. Elle s'est levée quand je me suis approchée, hésitante, comme si elle ne savait pas si elle devait me serrer la main ou simplement hocher la tête. Nous nous sommes assises dans un silence inconfortable pendant un long moment. Puis elle a parlé. Elle m'a raconté que Bastien vivait maintenant avec elle, dans son appartement, incapable de payer un loyer après avoir perdu tout ce qu'il pensait avoir gagné dans le divorce. Il était déprimé, distant, passait ses journées enfermé dans l'ancienne chambre de son enfance. Elle avait découvert certaines choses qu'elle n'aurait jamais imaginées, des vérités sur son fils qu'elle avait refusé de voir pendant toutes ces années. Elle ne m'a pas dit exactement quoi, mais je savais. Le regard dans ses yeux me disait qu'elle savait à propos de la double vie, des mensonges, de l'homme qu'elle avait idolâtré et qui n'était qu'une construction fragile. Marianne m'a demandé pardon. Pas de manière dramatique ou excessive, mais avec une simplicité désarmante. Elle reconnaissait qu'elle avait été cruelle, injuste, aveuglée par son amour déformé pour son fils, au point de devenir complice de mes souffrances. Elle ne s'attendait pas à ce que je lui pardonne. Elle ne demandait pas une seconde chance. Elle voulait juste que je sache qu'elle comprenait maintenant. Qu'elle avait tort. Que j'avais été une bonne épouse, une excellente mère, et que Bastien n'avait jamais mérité ce que je lui avais donné. Je ne savais pas quoi dire. Pendant des années, j'avais imaginé ce moment, la confrontation où je pourrais enfin dire à Marianne tout ce que j'avais avalé en silence. Mais maintenant qu'elle était là, brisée et repentante, la colère que j'attendais de ressentir n'était pas venue. À la place, il y avait juste du vide, de la fatigue, un désir profond de clore ce chapitre définitivement. Je lui ai dit que j'appréciais ses excuses, que je comprenais combien il était difficile de voir la vérité à propos de quelqu'un qu'on aime, et que j'espérais qu'elle trouverait sa propre paix. Puis je suis partie, sachant que nous ne nous reverrions probablement jamais. Mais quelque chose de cette conversation m'a marqué. En rentrant chez moi ce soir-là, en regardant Naélise dormir paisiblement dans son petit lit entouré de ses livres et de ses dessins, j'ai réalisé que le pardon n'était pas quelque chose que je devais à qui que ce soit. C'était quelque chose que je pouvais choisir de donner, non pas pour eux, mais pour moi. Pour libérer cette dernière chaîne qui me rattachait à une vie que je ne voulais plus. Chapitre 3. L'héritage invisible. 2 ans ont passé depuis le divorce. 2 années qui ont transformé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais pu anticiper. Mon entreprise était maintenant reconnue comme l'une des meilleures consultances en ressources humaines de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous avions des contrats avec des multinationales, des start-up innovantes, même quelques institutions gouvernementales. L'équipe avait grandi à 15 personnes, toutes passionnées, compétentes, alignées sur des valeurs d'intégrité et d'excellence qui me tenaient à cœur. Naélise avait 9 ans maintenant et était devenue une petite fille brillante, curieuse, pleine de vie. Elle excellait à l'école, surtout en littérature et en mathématiques, et avait développé une passion pour la danse classique. 2 fois par semaine, je l'accompagnais à ses cours dans une école prestigieuse du 6e arrondissement, et je la regardais à travers la fenêtre de la salle de danse, gracieuse et concentrée, complètement absorbée dans son art. Ces moments me remplissaient d'une fierté immense et d'une gratitude profonde pour avoir eu le courage de nous sortir de cette situation toxique. Bastien était devenu une présence fantôme dans nos vies. Naélise ne le voyait presque jamais, par son propre choix. Il avait essayé, les premiers mois, d'établir un rythme de visite, mais chaque fois se terminait par de la déception. Il ne savait pas comment parler à sa propre fille, comment s'intéresser à ce qui la passionnait, comment être simplement présent. Après 1 an, les visites étaient devenues sporadiques, puis rares, puis inexistantes.
Naélise n'en parlait plus. Elle avait construit sa vie autour de structures solides, l'école, ses amis, ses activités, notre famille recomposée de deux qui était complète en elle-même. Un jeudi matin de printemps, j'ai reçu un appel de M. Rousseau. Sa voix était neutre, professionnelle, mais je percevais quelque chose d'inhabituel dans son ton. Il m'a demandé si je pouvais passer à son bureau dans l'après-midi pour discuter d'une affaire urgente concernant Bastien. Mon cœur s'est serré immédiatement. Après tout ce temps, qu'est-ce qu'il pouvait encore vouloir? Qu'est-ce qui pouvait être si urgent? J'ai annulé mes réunions et je suis allée à son bureau, l'estomac noué d'appréhension. Monsieur Rousseau m'a fait asseoir et m'a tendu une enveloppe officielle. C'était une convocation pour une audience de tribunal, mais pas pour une affaire familiale. C'était une procédure pénale. Bastien était accusé de fraude financière majeure. Apparemment, après avoir perdu mon entreprise, il avait tenté de monter plusieurs arnaques d'investissement, promettant des rendements impossibles à des personnes âgées vulnérables. Il avait utilisé son charme, sa prestance, cette capacité qu'il avait toujours eue de convaincre les gens, mais cette fois pour voler leurs économies de retraite. Les victimes s'étaient regroupées, avaient porté plainte, et le procureur avait un dossier solide. Mais ce n'était pas tout. Bastien essayait maintenant de m'impliquer, affirmant que certaines des transactions frauduleuses avaient été faites à travers des comptes liés à l'ancienne entreprise, celle qu'il avait obtenue dans le divorce. Il prétendait que j'étais au courant, que j'avais peut-être même participé. C'était absurde, complètement faux, mais c'était aussi dangereux. Si un juge décidait qu'il y avait ne serait-ce qu'une possibilité de complicité, je pourrais faire face à une enquête qui pourrait détruire ma réputation, mettre en danger mon entreprise actuelle, peut-être même affecter la garde de Naélise. Monsieur Rousseau m'a assuré que nous avions une défense solide. Tous les documents du divorce prouvaient clairement que j'avais coupé tous les liens avec l'ancienne entreprise, que Bastien avait eu un contrôle total depuis la séparation, que je n'avais aucune implication dans sa gestion. Nous avions des traces papier impeccables. Mais il m'a aussi averti que Bastien était désespéré, et qu'un homme désespéré pouvait dire n'importe quoi, inventer n'importe quelle histoire pour sauver sa peau. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'étais allongée dans mon lit, regardant le plafond, sentant ce poids familier de l'anxiété revenir, cette sensation que peu importe ce que je faisais, peu importe à quel point j'essayais de reconstruire ma vie, le passé trouvait toujours un moyen de me rattraper. Mais quelque chose était différent cette fois. Je n'étais plus la femme brisée qui avait signé ses papiers de divorce il y a 2 ans. J'avais reconstruit ma force, ma confiance, ma capacité à me battre. Et je n'allais certainement pas laisser Bastien détruire ce que j'avais créé avec tant d'efforts. Le lendemain matin, j'ai convoqué une réunion d'urgence avec mon équipe juridique élargie. Monsieur Rousseau, mon comptable, un avocat spécialisé en droit pénal des affaires que Monsieur Rousseau m'a recommandé. Nous avons passé des heures à examiner chaque document, chaque transaction, chaque communication depuis le divorce. Nous avons construit une chronologie précise, documentée, irréfutable. Nous avons préparé des témoignages d'employés de l'ancienne entreprise qui pouvaient confirmer que je n'avais eu aucun contact avec la gestion après la séparation. Nous étions prêts. L'audience préliminaire a eu lieu 3 semaines plus tard. Le tribunal était froid, impersonnel, rempli de visages inconnus. Bastien était là, assis à la table de la défense avec ses avocats. Et quand nos regards se sont croisés, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant dans ses yeux. De la peur. Une peur profonde, viscérale. Il savait qu'il était pris au piège, qu'il avait tout perdu, et maintenant, il essayait de m'entraîner avec lui dans sa chute. Le procureur a présenté son cas méthodiquement. Les victimes, la plupart des personnes âgées, avec des économies modestes qu'elles avaient mis des décennies à accumuler, ont témoigné. Leurs histoires étaient déchirantes. Bastien leur avait promis des investissements sûrs, des rendements garantis, une sécurité financière pour leurs vieux jours. Au lieu de cela, il avait pris leur argent et l'avait dépensé dans une vie de luxe qu'ils ne pouvaient plus se permettre autrement. Des vacances exotiques, des restaurants étoilés, des vêtements de créateurs, tout financé par la misère des autres. Quand est venu le tour de la défense de Bastien de présenter sa version, son avocat a essayé de m'impliquer.
Il a suggéré que certaines des structures financières utilisées ressemblaient à celles que j'avais créées pour mon entreprise légitime, que j'avais peut-être donné des conseils, que j'avais peut-être même encouragé ces actions. C'était du désespoir pur, des accusations sans fondement, mais elles devaient être réfutées. Mon avocat pénal, Maître Girard, une femme dans la cinquantaine avec une réputation redoutable, s'est levée avec une pile de documents organisés avec précision. Elle a démontré, point par point, que non seulement je n'avais eu aucun contact avec Bastien ou son entreprise depuis le divorce, mais que les méthodes frauduleuses qu'il avait utilisées étaient complètement différentes de mes pratiques commerciales légitimes. Elle a présenté des témoignages d'experts financiers qui confirmaient que quelqu'un avec mon niveau de sophistication en affaires n'aurait jamais structuré des investissements de manière aussi amateur et illégale. Elle a même fait témoigner d'anciens clients de mon entreprise actuelle qui parlaient de mon intégrité, de mon professionnalisme, de mon engagement envers l'éthique. Le coup de grâce est venu quand Maître Girard a demandé au juge la permission de présenter une pièce supplémentaire. C'était l'enregistrement d'un message vocal que Bastien m'avait laissé 6 mois après le divorce, dans un moment d'ivresse apparente, où il m'insultait, m'accusait de l'avoir ruiné, jurait qu'il trouverait un moyen de me le faire payer. Ce message démontrait non seulement qu'il y avait une hostilité claire entre nous qui rendait toute collaboration impossible, mais aussi qu'il avait des motivations personnelles pour essayer de me nuire faussement. Le juge a écouté tout cela avec une expression neutre difficile à lire. Après plusieurs heures de témoignages et de contre-interrogatoires, il a ajourné l'audience pour délibération. Les jours suivants ont été une torture. J'essayais de maintenir une apparence de normalité pour Naélise, de continuer à travailler, de sourire quand il le fallait, mais à l'intérieur, j'étais rongée par l'incertitude. Finalement, une semaine plus tard, le verdict est tombé. Le juge a complètement rejeté les accusations contre moi, les qualifiant de tentatives désespérées et infondées de détourner l'attention de la culpabilité claire de l'accusé principal. Pour Bastien, c'était différent. Il a été reconnu coupable de fraude aggravée et condamné à 4 ans de prison ferme, plus l'obligation de rembourser toutes les victimes, ce qui le laisserait endetté pour le reste de sa vie. Quand le verdict a été lu, j'ai regardé Bastien s'effondrer, littéralement. Il s'est affaissé sur sa chaise, le visage dans les mains, les épaules secouées par des sanglots que tout le monde pouvait entendre. Une partie de moi, une petite partie que je n'aimais pas beaucoup, ressentait une satisfaction sombre de le voir ainsi. Mais la plus grande partie de moi ressentait juste du vide. Cet homme qui avait occupé tant de place dans ma vie, qui m'avait causé tant de douleur, n'était maintenant qu'une silhouette brisée conduite hors du tribunal par des gardes. En sortant du palais de justice ce jour-là, sous un ciel lyonnais parfaitement bleu, j'ai ressenti quelque chose de surprenant. Ce n'était pas du triomphe, ce n'était pas de la joie malveillante, c'était de la paix, une paix profonde, définitive. Le chapitre Bastien était enfin irréversiblement clos. Il ne pourrait plus jamais me faire de mal, ni à moi, ni à Naélise. Ses choix, ses mensonges, sa vie gaspillée étaient les siens, pas les miens. Cette expérience m'a appris quelque chose de crucial. Parfois, la justice arrive, même quand on ne s'y attend pas. Parfois, les gens qui causent du tort aux autres finissent par payer pour leurs actions. Mais surtout, j'ai appris que ma valeur, mon identité, mon bonheur ne dépendaient plus de ce que quelqu'un d'autre faisait ou ne faisait pas. Ils dépendaient de moi, de mes choix, de la vie que je construisais consciemment jour après jour. Les mois qui ont suivi ont apporté des changements inattendus. Marianne est décédée d'une crise cardiaque, seule dans son appartement. Je l'ai appris par un voisin qui avait trouvé mon numéro dans ses affaires. J'ai été surprise de ressentir une tristesse réelle pour elle. Pas pour la femme qu'elle avait été envers moi, mais pour la vie qu'elle avait vécue, centrée sur un fils qui l'avait finalement déçu de toutes les manières possibles. J'ai assisté à son enterrement, discrètement, au fond de l'église, plus par respect pour l'humanité partagée que par affection personnelle. Naélise a commencé à poser des questions sur son père. Pas des questions nostalgiques, mais des questions pratiques, curieuses. Pourquoi avait-il fait ce qu'il avait fait? Est-ce qu'il était une mauvaise personne ou est-ce qu'il avait juste fait de mauvais choix? Ces conversations étaient difficiles, mais nécessaires. Je lui ai expliqué, avec des mots adaptés à son âge, que les gens sont complexes,
que personne n'est purement bon ou purement mauvais, et que parfois, les adultes font des erreurs terribles qui ont des conséquences qu'ils ne peuvent pas annuler. Je lui ai dit que son père l'avait aimée à sa manière, même si cette manière était imparfaite et insuffisante. Je ne voulais pas qu'elle grandisse avec de la haine, mais je voulais qu'elle comprenne la vérité. Mon entreprise a continué de prospérer. Nous avons ouvert des bureaux à Paris et à Bordeaux. J'ai été invitée à donner des conférences sur le leadership féminin, sur la résilience en affaires, sur la construction d'entreprises éthiques dans un monde compétitif. Chaque fois que je racontais mon histoire, je voyais des visages dans le public qui se reconnaissaient dans mon parcours. Des femmes qui portaient leurs propres fardeaux invisibles, qui enduraient des situations qu'elles pensaient ne pas pouvoir quitter. Je recevais des lettres, des emails, des messages de femmes qui me remerciaient de leur avoir donné l'espoir et le courage de changer leur vie. Un soir, alors que je rentrais tard du bureau, j'ai trouvé Naélise encore éveillée, assise dans le salon avec un livre. Elle m'a regardée avec ce sérieux qui lui était propre et m'a demandé si j'étais heureuse. La question m'a surprise par sa simplicité directe. J'ai réfléchi un moment avant de répondre, voulant être absolument honnête avec elle. Je lui ai dit que oui, j'étais heureuse, mais pas de la manière que j'avais imaginé le bonheur quand j'étais plus jeune. C'était un bonheur plus calme, plus solide, construit sur la conscience de ma propre force et sur la certitude que je pouvais faire face à ce que la vie m'apportait. C'était le bonheur de savoir que j'avais survécu, que j'avais protégé ce qui comptait le plus et que j'avais créé une vie qui valait la peine d'être vécue. Mais l'histoire n'était pas complètement terminée. Il restait une dernière révélation, une dernière surprise que je n'aurais jamais pu anticiper. Chapitre 4. La vérité, libératrice. 3 ans après le divorce, j'ai reçu une lettre qui allait changer ma compréhension de tout. Elle venait de l'avocat qui gérait la succession de Marianne. Apparemment, avant de mourir, elle avait rédigé un testament qui me concernait directement. J'étais stupéfaite. Après tout ce qui s'était passé, après toutes les années d'hostilité, pourquoi Marianne m'aurait-elle incluse dans son testament? J'ai pris rendez-vous avec l'avocat, Maître Bertrand, un homme âgé qui avait connu Marianne pendant des décennies. Son bureau était situé dans le 2e arrondissement, dans un immeuble ancien, avec de hauts plafonds et des bibliothèques qui sentèrent le cuir et le papier vieilli. Il m'a accueilli avec une courtoisie formelle et m'a fait asseoir avant de sortir une épaisse enveloppe scellée. Il m'a expliqué que Marianne avait modifié son testament 6 mois avant sa mort, à une époque où elle était parfaitement lucide et en pleine possession de ses facultés. Le testament contenait plusieurs dispositions, mais celle qui me concernait était accompagnée d'une lettre personnelle qu'elle avait laissée pour moi. Maître Bertrand m'a tendu l'enveloppe et s'est discrètement retiré dans une pièce adjacente pour me donner de l'intimité. Mes mains tremblaient légèrement en ouvrant l'enveloppe. L'écriture de Marianne était soignée, formée à l'ancienne, légèrement tremblante, mais lisible. La lettre commençait ainsi. « Chère Isilde, si vous lisez ces mots, c'est que je ne suis plus là pour les dire moi-même. C'est probablement mieux ainsi. Je n'ai jamais été douée pour exprimer ce genre de choses de mon vivant. J'ai passé ma vie à construire des murs, à protéger mon fils d'une réalité que je refusais de voir, et dans ce processus, j'ai blessé profondément la seule personne qui a vraiment essayé de le sauver. Vous, je savais. Pas tout, pas immédiatement, mais je savais. Je savais que Bastien n'était pas l'homme qu'il prétendait être. Je savais qu'il vous utilisait, qu'il gaspillait ce que vous construisiez, qu'il vivait dans un mensonge constant. Et pourtant, j'ai choisi de fermer les yeux. C'était plus facile de vous blâmer, de vous critiquer, de vous traiter comme l'intruse, que d'admettre que mon fils était faible, lâche, malhonnête. Quand j'ai découvert la vérité sur sa vie secrète, sur les hommes, sur les mensonges plus profonds encore, quelque chose s'est brisé en moi. Pas parce qu'il aimait les hommes, je ne suis pas assez ignorante pour condamner cela, mais parce qu'il avait construit toute son existence sur le dos de votre travail, de votre patience, de votre sacrifice, tout en vous méprisant ouvertement. Il vous a pris des années de votre vie, et je l'ai aidé à le faire. Je n'attends pas votre pardon. Je ne le mérite pas. Mais je veux que vous sachiez que dans mes derniers mois, en regardant mon fils sombrer dans ses propres échecs, j'ai enfin compris qui était vraiment la personne forte dans cette histoire. C'était vous. Ça a toujours été vous. J'ai joint à cette lettre
quelque chose qui vous revient de droit. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est tout ce qui me reste à donner. » La lettre se terminait là, signée simplement « Marianne ». Je suis restée assise longtemps, la lettre tremblant entre mes mains, essayant de traiter ce que je venais de lire. Marianne savait, elle avait toujours su. Et malgré cela, elle avait choisi son fils, encore et encore, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Maître Bertrand est revenu dans la pièce et m'a tendu un autre document. C'était un acte de propriété. Marianne possédait un petit appartement dans le 5e arrondissement, un bien qu'elle avait hérité de ses propres parents et qu'elle avait gardé secret, même de Bastien. Dans son testament, elle me léguait cet appartement, libre de toute charge, avec une clause spécifiant qu'il devait être mis au nom de Naélise, ma fille, pour garantir son avenir. L'appartement valait environ 250 000 €. Ce n'était pas une fortune, mais c'était substantiel. Plus important encore, c'était un geste, une reconnaissance, une forme d'excuse qui dépassait les mots. Maître Bertrand m'a expliqué que Marianne avait été très claire dans ses instructions. Bastien ne devait rien recevoir. Tous ses autres biens devaient être vendus et le produit distribué à des œuvres caritatives. Le seul héritage qu'elle laissait à sa famille était cet appartement, pour moi, pour Naélise, pour la vie que nous construisions sans lui. Les semaines suivantes ont été étranges. Je me suis retrouvée à penser à Marianne différemment. Pas avec affection, nous n'arriverions jamais là, mais avec une forme de compréhension nuancée. Elle avait été prisonnière de ses propres choix, de sa propre incapacité à voir la vérité, et dans ces derniers moments, elle avait essayé de corriger au moins une partie du mal qu'elle avait fait. Ce n'était pas suffisant pour effacer le passé, mais c'était quelque chose. J'ai vendu l'appartement après l'avoir mis au nom de Naélise. L'argent a été placé dans un fonds fiduciaire qui lui garantirait la sécurité financière pour ses études universitaires et au-delà. Quand je lui ai expliqué ce que sa grand-mère avait fait, Naélise a posé une question surprenante pour son âge. Elle a demandé si les gens pouvaient vraiment changer, même à la fin. Je lui ai répondu que oui, je pensais que c'était possible, mais que le changement ne venait que quand on était prêt à affronter la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Bastien a été libéré de prison après 3 ans pour bonne conduite. Je l'ai appris par hasard en voyant une brève mention dans un journal local. Il vit maintenant quelque part dans le sud, selon les rumeurs, travaillant dans un petit commerce, essayant de reconstruire quelque chose de sa vie détruite. Naélise, maintenant adolescente, ne demande plus de nouvelles de lui. Elle a fait sa paix avec son absence d'une manière que seuls les enfants résilients peuvent faire. Mon entreprise est maintenant l'une des plus respectées dans notre domaine. Nous employons plus de 50 personnes à travers la France. Je donne régulièrement des interviews, j'écris des articles sur le leadership et la résilience, je mentore de jeunes femmes entrepreneurs. Mais plus important que tout cela, je suis heureuse. Vraiment, profondément heureuse. Un soir, 5 ans après ce jour fatidique où j'ai signé les papiers du divorce, Naélise et moi étions assises sur notre balcon, regardant le soleil se coucher sur Lyon. Les lumières de la ville commençaient à s'allumer une par une, créant cette atmosphère magique que j'aimais tant. Ma fille, maintenant une jeune femme de 14 ans, intelligente et réfléchie, m'a posé une question directe. « Maman, est-ce que tu regrettes d'avoir épousé papa ?» J'ai réfléchi longuement avant de répondre. C'était une question complexe qui méritait une réponse honnête. Finalement, j'ai dit « Non, je ne regrette pas. Parce que si je ne l'avais pas épousé, je ne t'aurais pas, toi. Et tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Tout ce que j'ai traversé, toute la douleur, tous les sacrifices, ils valèrent la peine pour t'avoir dans ma vie. Ce que je regrette, c'est d'avoir attendu si longtemps pour me libérer, pour nous libérer. Mais même ces années perdues m'ont appris des leçons que je n'aurais jamais apprises autrement. » Naélise a hoché la tête, satisfaite de la réponse. Puis elle a ajouté quelque chose qui m'a touchée profondément. « Tu sais, maman, tu es mon héroïne. Pas parce que tu es parfaite, mais parce que même quand tout était difficile, tu as continué à avancer. Tu m'as montré qu'on peut survivre aux choses terribles et en sortir plus fort. » Nous sommes restés là en silence, regardant la nuit tomber sur la ville, et j'ai réalisé que c'était exactement ce que je voulais que ma fille retienne de notre histoire. Pas l'amertume, pas la colère,
pas la haine, mais la force, la résilience, la capacité de reconstruire sa vie même quand tout semble perdu. Aujourd'hui, quand je repense à cette journée au tribunal où j'ai tout signé, où Bastien pensait m'avoir écrasé, où Marianne jubilait de ce qu'elle croyait être ma défaite, je souris. Il ne savait pas. Il ne pouvait pas savoir que dans cet acte apparent de soumission, j'avais semé les graines de ma propre libération. J'ai appris qu'il y a différentes formes de victoire. Parfois, gagner ne ressemble pas à ce qu'on imagine. Parfois, c'est laisser l'autre croire qu'il a gagné pendant qu'on construit silencieusement quelque chose de mieux, de plus solide, de plus authentique. Parfois, la vraie victoire n'est pas de détruire son adversaire, mais de se libérer de la bataille elle-même. Mon nom est Isilde Armanou. J'ai 48 ans maintenant. Je suis une femme d'affaires accomplie, une mère dévouée, une survivante qui est devenue prospère. Et si je devais donner un conseil à toutes les femmes qui se trouvent dans des situations similaires, ce serait celui-ci. Ayez foi en votre propre force, même quand vous ne la sentez pas. Soyez patiente, soyez stratégique. Et surtout, n'oubliez jamais que votre valeur ne dépend pas de ce que quelqu'un d'autre pense de vous ou fait à votre égard. Elle vient de l'intérieur, de votre dignité, de votre intégrité, de votre capacité à vous relever encore et encore. Parce qu'à la fin, ce n'est pas celui qui crie le plus fort qui gagne, c'est celui qui reste debout quand la tempête s'est calmée. Et moi, je suis toujours debout, plus forte que jamais, et rien ni personne ne pourra plus jamais m'enlever ça. Cette histoire n'est pas seulement la mienne, c'est l'histoire de toutes les femmes qui ont été sous-estimées, exploitées, tenues pour acquises. C'est un rappel que nous sommes plus fortes que nous le pensons, plus capables que ce qu'on nous fait croire, et que nous méritons tellement mieux que les miettes d'affection et de respect qu'on nous offre parfois. Le divorce de Bastien lui a peut-être donné des biens matériels, mais il ne savait pas ce qu'il prenait vraiment. Il prenait des coquilles vides, des pièges minutieusement planifiés, des ruines déguisées en trophées. Ce que j'ai gardé, ce qu'il ne pouvait jamais me prendre, c'était ma dignité, mon avenir et l'amour inconditionnel de ma fille. Et ça vaut infiniment plus que n'importe quelle maison, n'importe quelle voiture, n'importe quelle entreprise. C'est ça, la vraie richesse. C'est ça, la vraie victoire. Et personne ne pourra jamais me l'enlever. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de regarder en arrière et de réaliser que vous avez passé des années entières à donner votre cœur, votre temps, votre énergie à quelqu'un qui ne vous voyait même pas vraiment? Vous savez, selon les statistiques récentes en France, plus de 40% des mariages se terminent par un divorce, et dans la majorité écrasante de ces séparations, ce sont les femmes de notre génération qui ont le plus sacrifié, qui ont le plus renoncé à elles-mêmes pour maintenir une famille debout. Combien d'entre nous ont mis leurs propres rêves dans un tiroir fermé à clé pour que leur mari puisse poursuivre les siens? Combien ont ignoré les signaux d'alarme pendant des décennies parce qu'on nous a appris que l'amour, le vrai, c'était justement cette capacité à tout supporter en silence? Ce que je viens de vous raconter n'est pas juste mon histoire personnelle enfermée dans le passé. C'est un miroir tendu vers des milliers, peut-être des millions de vies de femmes qui ont connu la même invisibilité, la même exploitation déguisée en devoir conjugal. Et si aujourd'hui je me tiens ici, debout et libre, c'est parce qu'un jour, j'ai compris quelque chose de fondamental. Personne ne viendra nous sauver si nous ne prenons pas nous-mêmes la décision de nous libérer. Alors maintenant, j'aimerais vraiment, sincèrement savoir ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous auriez fait le même choix que moi? Est-ce que vous auriez eu le courage de tout signer, de tout laisser partir apparemment, en sachant que vous étiez en train de poser les fondations de votre propre renaissance? Ou est-ce que vous auriez choisi un autre chemin, peut-être plus direct, plus conflictuel? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il y a juste votre vérité à vous. Je vous en prie, prenez un instant pour laisser un commentaire juste en dessous de cette vidéo. Dites-moi ce que cette histoire a réveillé en vous. Quelles émotions elle a fait remonter à la surface? Quels souvenirs elle a ravivés? Peut-être avez-vous vécu quelque chose de similaire dans votre propre mariage, dans votre propre famille. Peut-être que vous êtes encore en train de vivre cette situation en ce moment même, cherchant désespérément une issue,
une lumière au bout du tunnel. Partagez avec nous, avec cette communauté de femmes qui comprennent, qui ne jugent pas, qui ont marché sur les mêmes chemins difficiles. Et s'il vous plaît, dites-moi aussi d'où vous m'écoutez en ce moment. Êtes-vous à Paris, à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, ou peut-être dans une petite ville de province où personne ne comprend vraiment ce que vous avez traversé? Savoir que nous sommes des milliers, dispersés partout en France et même au-delà des frontières, à partager ces expériences, ces blessures, mais aussi cette force incroyable, ça crée quelque chose de puissant, quelque chose qui dépasse nos histoires individuelles. Les études le montrent clairement. Les femmes qui divorcent après 60 ans sont souvent celles qui retrouvent le plus grand sentiment de liberté et de paix intérieure dans leur vie. Nous avons passé tellement d'années à nous occuper des autres, à faire passer leurs besoins avant les nôtres, que lorsque nous nous retrouvons enfin seuls, nous découvrons une version de nous-mêmes que nous avions oubliée, ou peut-être même que nous n'avions jamais vraiment connue. C'est à la fois terrifiant et magnifiquement libérateur. Ce canal existe précisément pour ça, pour créer cet espace où nos voix peuvent enfin être entendues sans interruption, sans jugement, sans minimisation. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite vraiment de tout cœur à cliquer sur ce petit bouton d'abonnement. Pas pour moi personnellement, mais pour vous. Pour faire partie de cette communauté grandissante de femmes qui refusent d'être invisibles, qui refusent de laisser leurs histoires mourir dans le silence. Chaque semaine, je partage ici des récits authentiques de femmes comme vous et moi, des femmes qui ont survécu à des trahisons, à des manipulations, à des années d'effacement progressif de leur identité et qui ont trouvé le courage de se reconstruire. Parfois, ces histoires se terminent bien. Parfois, elles sont encore en cours d'écriture. Mais toutes, absolument toutes, portent en elles cette même vérité essentielle. Nous sommes bien plus fortes que ce qu'on nous a fait croire. Alors voilà ma question finale pour vous aujourd'hui. Celle qui compte vraiment. Qu'est-ce que vous allez faire de cette force que vous possédez déjà, même si vous ne la sentez pas encore pleinement? Est-ce que vous allez continuer à la laisser enfouie sous des années de conditionnement et de peur? Ou est-ce que vous allez commencer, peut-être aujourd'hui même, à la laisser émerger, à la reconnaître, à l'honorer? Votre commentaire, aussi court ou aussi long soit-il, n'est pas juste un message perdu dans l'océan d'Internet. C'est un acte de courage, une affirmation de votre existence, une façon de dire au monde « Moi aussi, j'ai une histoire qui compte, j'ai une voix qui mérite d'être entendue. » Et je vous promets, je lis chaque commentaire, chaque témoignage. Et souvent, très souvent, il me donne autant de force que j'espère vous en donner. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci de votre présence, de votre attention, de votre humanité. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires et surtout, prenez soin de vous. Vous le méritez infiniment plus que vous ne le pensez. À très bientôt. Dans une nouvelle histoire qui, je l'espère, continuera à nous rappeler que notre valeur ne dépend de personne d'autre que nous-mêmes.